Faut se former, moi c'est la première chose à faire. Faut se former, faut pas avoir peur des small caps, faut pas avoir peur des mid caps, faut pas avoir peur du stock picking. Faut s'informer après se faire son avis, mais faut pas avoir un avis déjà tranché. Alors parce qu'on nous montre l'étude, la fameuse étude Spiva qui dit que 95% des fonds sous-performent. C'est pas pour ça que faut pas faire de stock picking. Il faut être humble mais pas modeste. Et ça, c'est je pense quelque chose qui est important. C'est l'humilité, c'est ton rapport à la connaissance. Et donc c'est d'avoir conscience à quel point tu ne sais pas par rapport à la connaissance. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Moins t'es humble, plus tu vas te prendre des baffes en bourse et va t'apprendre l'humilité. Et ça, c'est la chose la plus importante, je pense, comme caractéristique dans la bourse. Et je pense que c'est un danger de ne pas avoir de compétences en investissement pour son propre avenir financier. Parce que déjà dans le cas où effectivement il y a des mouvements de panique et le marché peut fortement chuter, les multiples peuvent être divisés. Mais même quand tu analyses des entreprises, quand tu analyses vraiment leur business model, déjà tu te sécurises par rapport à l'argent que tu places, tu sais dans quoi tu le places. Mais au-delà de ça, je trouve que tu acquiers des compétences qui toi te serviront toute ta vie dans la gestion potentiellement de tes propres entreprises si tu en crées. Et ça je trouve que quand tu analyses des sociétés, et même simples entre guillemets, mais connues je veux dire comme LVMH, tu te dis ok en fait il y a un potentiel de choses que je peux moi-même faire, bon, évidemment pas forcément de ce niveau là, mais des choses qui sont potentiellement réalisables et que tu ne peux pas comprendre si tu investis dans les ETF en fait. On accueille aujourd'hui Félix et Lucas que je vais introduire dans quelques secondes pour un premier podcast à 3. Pourquoi on a fait un podcast à 3 ? Parce que je me suis dit que ce serait hyper intéressant d'avoir parmi nous 2 stock pickers pour ce nouvel épisode. On va parler de surperformer le marché. Et vous avez aussi beaucoup de points communs. Félix et Lucas, puisque en fait vous êtes tous les deux un petit peu des hommes de l'ombre. Toi, tu es un peu l'homme de l'ombre de Boursogramme. Félix, tu es l'homme de l'ombre de beaucoup de créateurs de contenu. Vous êtes tous les deux des investisseurs en bourse depuis des années. Et vous avez une appétence particulière au stock picking, à l'analyse d'action et même au small cap. Et en plus de ça, on se connaît tous les trois et on s'apprécie, donc je pense que ça pourrait être très intéressant. Est-ce que peut-être tu pourrais commencer par te présenter, Félix ? Ouais, bien sûr. C'est dommage, il n'y aura pas de fight aujourd'hui. Mais... on va faire en sorte mais ouais, donc moi je m'appelle Félix et donc mon boulot c'est de gérer l'entreprise d'un point de vue administratif de gros créateurs. Et donc j'ai une appétence pour la comptabilité, la gestion, etc. Et c'est vrai que j'ai aussi j'investis et j'aime aussi mettre à profit ces compétences-là pour l'analyse financière et donc le stock picking. Voilà. Ok, Lucas. Donc moi c'est Lucas, j'ai 21 ans, je suis créateur de contenu principalement sur LinkedIn. Je l'étais un peu sur Instagram, j'ai un peu arrêté. Je suis également, je bosse avec Joe du coup pour Boursogramme. Et il est archi connu, il a je sais pas combien de milliers d'abonnés Instagram, dizaines de, 60 000 abonnés Instagram, 3 000 abonnés LinkedIn. On va pas en parler. Et donc je suis en train de devenir conseiller en investissement financier, donc je suis déjà accrédité par l'autorité des marchés financiers. Et donc je suis en train de m'enregistrer à l'ORIAS pour devenir officiellement conseiller en investissement financier. Voilà. Ouais, wow, bravo. Sacré parcours hein, quand même à cet âge-là. Ok, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Est-ce que c'est possible de surperformer le marché ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est possible. Alors c'est vrai que en bourse, on distingue il y a deux grandes écoles. Il va y avoir la gestion passive et la gestion active. Dans la gestion passive, on va retrouver donc tout ce qui est fonds mutuels passifs, ETF, etc. Et on va retrouver les gens qui gèrent activement donc la gestion active. Et donc on va retrouver là-dedans donc, tout ce qui est stock picking, également fonds actifs. Et oui, c'est possible de surperformer le marché. Il y a des gens qui le font, même si ça demande quand même une compétence. Et je pense que c'est extrêmement... il y a un fossé, en fait, entre la gestion, de toute façon, on va en parler, entre la gestion passive et la gestion active. La personne qui achète des ETF, qui débute en bourse et qui commence par acheter des ETF ne peut pas s'improviser stock picker du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça demande des compétences. Et donc, pour répondre à ta question, oui, c'est tout à fait possible de surperformer le marché. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Félix ? Évidemment que c'est possible. Évidemment que c'est possible. Déjà, tu regardes, certains gros investisseurs l'ont fait. Certains, publiquement, on voit les chiffres. Mais surtout, tu as plein de gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont aucun intérêt à avoir quelque chose de public et qui opèrent avec des entreprises qui sont opaques. Et tout ce qu'on voit, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire on voit la gestion pour autrui.
Donc, c'est-à-dire le fait de gérer l'argent des autres. Et évidemment, quand tu gères l'argent des autres, t'es pas du tout impliqué comme si tu gérais ton propre argent. Donc, il y a ça, c'est le point principal. Le deuxième, c'est que si tu regardes Bernard Arnault, il a super formé le marché avec ses actions. Donc, évidemment que c'est possible. Et Mais en fait, souvent, une étude qui est reprise pour parler de surperformer ou non le marché, c'est l'étude Spiva. Est-ce que tu vois? C'est de la grosse fraude, ça. C'est une énorme fraude. En fait, vas-y, tu vas en parler parce que moi j'ai pas mal de choses à dire. Ouais, tu vas sûrement en parler mieux que moi, mais mais déjà, c'est la gestion. C'est-à-dire, c'est pas la performance des portefeuilles individuels de tous les investisseurs, etc. C'est le fait de gérer l'argent des autres. Donc déjà, c'est complètement biaisé. Et forcément, si moi, aujourd'hui, je gérais l'argent des autres et j'avais les accréditations pour ça, etc., je serais soumis à énormément de règles, de contraintes qui font que ça devient compliqué de gérer un portefeuille avec la même liberté que si c'est pour ton compte propre. Et surtout, tu prends pas les mêmes risques pour toi-même que tu vas faire prendre pour les autres, en fait. Parce que tu n'as pas la même compréhension. Si tu vends un fonds et que tu as une volatilité, ça baisse de moins 30%, qu'est-ce que font les gens? Les gens, ils sortent de ton fonds et ils prennent leurs pertes. Si toi, tu investis à long terme, tu vas évidemment tu vas avoir ta vision, tu sais pourquoi tu as acheté. Est-ce que ça a changé? Non, donc tu continues. Donc ça n'a rien à voir, le fait de gérer pour les autres que de... Voilà, c'est la fameuse phrase de Peter Lynch, je crois. Vous ne serez jamais viré pour avoir acheté IBM. Ouais, le IBM d'aujourd'hui, c'est les Microsoft, c'est les Apple, tout ça. Et, Total Energy, si on prend des fonds français. Total Energy, par exemple. Si un manager de fonds achète ces actions-là, décide de prendre ces actions-là dans son fonds, au pire des cas, si le marché baisse de 5%, son fonds baissera peut-être de 7%. Alors que s'il décide d'acheter des small caps, peut-être que il va avoir une volatilité beaucoup plus élevée et peut-être que certaines années, il va avoir un alpha de moins 20, d'autres de plus 40. Et le problème, c'est que les gens les clients, en fait, ils vont se barrer dès qu'ils vont voir une baisse de moins 1%. Tu as un biais de médiocrité, c'est-à-dire que, regarde, si le marché fait moins 50%, toi, tu es gérant de fonds, ton fonds fait moins 50%. Ah, mais c'est le marché, tout le monde est pareil, etc. Donc en fait, les gens vont pas sortir, ou ils sont sortis, tout le monde est sorti, tu vois. Par contre, si tu fais moins 50% quand tout le monde fait plus 30, là, tu passes pour le dernier des guignols et forcément, en fait, tu perds la crédibilité. Alors quoi, foncièrement, il y a pas c'est pas relativement au marché qu'on devrait considérer sa performance, en fait. Oui, ça c'est clair. Il faut toujours se comparer au marché. Ouais. Et justement, l'étude Spiva, en gros, pour resituer, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est l'étude Spiva, vous allez sur LinkedIn 2 minutes et vous allez normalement avoir 50 posts là-dessus. Mais globalement, ce que ça dit, c'est que 95% des fonds de gestion sous-performent leur indice de référence. Ça, c'est une étude qui a été menée principalement sur le S&P 500. Principalement, il y a plusieurs indices qui ont été menés. Et justement, comme tu dis, c'est bien l'indice de référence parce que j'avais regardé un petit peu ce qui avait été fait. Et en fait, quand il s'agit par exemple de l'indice des small cap value, on a 75% des fonds qui sous-performent. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes statistiques. Et c'est brut de frais, non? Et voilà, exactement, c'est brut de frais. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez déjà... En fait, le fonds de gestion, peut-être qu'il va surperformer l'indice de référence, mais comme il y a des frais à prendre en compte, net de frais, il sous-performe. Donc nous, on prend en compte que ça. Donc il y a cet aspect-là. Et puis, il y a tout ce que tu dis un fonds. En fait, c'est bête, mais comme les investisseurs n'y connaissent rien vu qu'ils investissent dans un fonds, ils retirent tout dès que ça fait moins 30. Donc pile au moment où le fonds a besoin d'argent pour réinvestir, pour avoir une bonne performance, il ne peut pas le faire. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Ouais. Bien sûr. C'est fou. Et justement, les small caps, c'est bien les small caps. Aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes un peu sur toutes les classes d'actifs, en tout cas des entreprises, qu'est-ce que tu as? Tu as le private equity, où là, c'est du n'importe quoi. On achète des boîtes, il n'y a pas de bénéfices. On te vend la promesse de je sais pas quoi et en fait, ça se casse la figure. Maintenant, tu as même des intermédiaires qui vendent du private equity avec des 20% de frais de surperformance. On ne cite personne. On cite personne, je ne vais pas avoir de procès.
je veux pas dire que c'est de la fraude, mais c'est quand même compliqué, tu vois. Si en bourse, on avait 20% de frais de transaction sur les plus-values, je crois que personne n'achèterait. Et ensuite, tu regardes, tu as le private equity, ensuite les business physiques. Quand tu regardes le prix des business physiques, le resto du coin, le machin, etc., tu achètes quand même à des multiples qui sont relativement élevés par rapport au fait qu'il y a une gestion, par rapport au fait que tu as de la charge mentale et que ce n'est pas complètement délégué, finger in the nose, quoi. Donc ça, pour moi, c'est aussi surévalué. Des boîtes plus grosses qui sont de non cotées, souvent, elles s'achètent assez cher. Tu regardes large cap, c'est quand même extrêmement cher. Et là, après, tu as un segment de milieu, c'est tout le monde est cher. Et les small caps, personne n'en veut. On ne sait pas pourquoi, mais la boîte, juste parce qu'elle est cotée, elle ne vaut plus rien. Elle vaut plus rien. Voilà. Oui, la même boîte en private equity, une valorisation fois 100, quoi. Ouais, c'est déjà plus du private equity à ce stade-là, mais ouais. Mais je regardais, tu regardes Qui veut être mon associé ou pas? Ouais, j'adore. C'est incroyable. Mais hier, je regardais, je sais plus, c'était l'épisode 2 ou quoi de la saison 4. T'avais un mec qui avait, en gros, c'est une boîte qui avait fait des compléments pour ton cerveau, des compléments alimentaires pour ton cerveau. Tu l'as vu? Non, mais j'ai dû le voir, mais je ne sais pas. Mais... tu te rends compte que les mecs, ils n'ont pas, en tant que chef d'entreprise, une compétence de base qui est la valorisation de leur société. En fait, le mec, il arrivait et il savait à peine ce qu'il voulait pour plus tard et tout. Et à la fin, ils lui disent, OK, dans 5 ans, tu veux revendre la boîte à combien? Et lui, il disait, je sais pas, 10 millions. Et après, ils lui disent, 10, t'es sûr? Et il dit, 100. Et tu vois, le mec, il savait pas du tout de quoi il parlait. Et en fait, quand il arrivait, la valo avait pas de sens, quoi. Tu vois, c'était un équivalent de PER, mais je me souviens plus, mais de 200, tu vois. Enfin, c'est des trucs. En fait, ils ont pas. Même pas, des fois, c'est négatif parce qu'il y a ça en perte. En plus, des fois, c'est en perte. Là, s'il a du capital, c'est plutôt. Ouais, ça, c'est chaud. Non, mais ouais, pour revenir rapidement au small cap, c'est vrai qu'on en parlait en off tout à l'heure. Il y a un écart aujourd'hui en termes de valorisation entre les small et les larges qui est juste hallucinant. Ce qui fait que c'est juste évident aujourd'hui qu'il faut aller sur les small et les mid, quoi. Alors, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, c'est juste évident, quoi. Quand on regarde vraiment les valorisations, les écarts de valorisation qu'il y a, on est je crois pareil que l'écart de valorisation, il est similaire que lors de la crise des technologiques. La bulle technologique. Donc, du début des années 2000. Début des années 2000, ouais. Alors, donc, tu dirais que c'est plus les larges parce que si c'est un écart, est-ce que c'est plus les larges qui sont extrêmement surévalués ou les small qui sont extrêmement sous-évalués pour toi? Moi, je pense que les small, elles sont très sous-investies en capital, ouais. Et tous les capitaux, ils sont allés dans... ça, je crois que c'était intéressant. Je crois que c'était William Higgins qui disait que tout le capital, normalement, qui devrait aller dans les small... il est parti dans le private equity. Et ça va pas s'améliorer. Mais par rapport à la bulle technologique, non, celle-là, pour le coup, c'était vraiment les larges qui étaient ultra surévaluées. Et tu as des exemples, par exemple, de small cap qui sont vraiment pour toi sous-évalués aujourd'hui? Alors, il y a quelques mois, on avait la fameuse piscine des joyaux. Aujourd'hui, elle est bien remontée. Il y a quelques jours encore, on avait l'entreprise Katana. Sinon, si on change un peu de géographie, si on peut avoir par exemple Cakebox au Royaume-Uni, que moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on a discuté en off, je me souviens, et c'était avant que ça pète en plus. C'est Cakebox. C'est une nouvelle entreprise. J'aime beaucoup. Moi, j'étais trop feignant pour vraiment poncer le dossier, mais. Et depuis, tu l'as lu ou pas? Non, franchement. Puis c'est monté, puis tu sais, t'as le biais quand ça monte, t'arrêtes de regarder. Alors que peut-être pas, tu vois. Mais voilà. Et c'est quoi l'intérêt alors? Parce que peut-être. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y en a beaucoup, à mon avis, qui se disent passer de la gestion passive ETF à la gestion active, ça demande beaucoup de temps. Et ça vaut pas le coup, en fait. Est-ce que pour toi, ça vaut le coup? Est-ce que pour vous, ça vaut le coup? En fait, moi, je pense que à la base, vraiment, tout dépend de ce qu'on veut. Moi, je suis pas là à cracher sur la gestion passive, loin de là. Je pense que la plupart des investisseurs devraient se contenter d'acheter des ETF parce que même si on est des stock pickers, la vérité est que quand même les ETF surperforment, en tout cas la plupart des fonds.
Mais tout dépend de ce qu'on veut. C'est-à-dire que si la personne, elle veut vraiment analyser les boîtes, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, etc., euh, bah ouais, enfin, faire du stock picking, quoi. Mais, euh, mais si on n'a pas envie de faire cet effort-là, si on n'a pas envie d'améliorer ses compétences, bah là, non. Et en plus, c'est pas, entre guillemets, fait pour tout le monde parce que y a des gens qui n'ont pas le temps, il y a des gens qui sont soit entrepreneurs, soit ils ont un boulot à temps plein. Et parfois, c'est difficile. Et donc, forcément, la gestion passive, pour le coup, c'est un miracle, quoi, entre guillemets. Mais, ouais, je dirais. Tu penses que c'est un miracle qui peut durer, la gestion passive? Question difficile. Aujourd'hui, on est à peu près à. Si on prend la moitié, il me semble, 58% des fonds aux États-Unis sont des fonds passifs. Des fonds, 50% des fonds, je précise, hein, c'est pas 50% du marché. Si on prend tout le marché compris, obligations plus actions, on est à moins de 4%. Mais donc, je dirais que pour l'instant, c'est pas un problème. Mais si ça continue, si la croissance continue, si l'attrait pour la gestion passive continue à être de tel, je pense que ça pourrait devenir un problème dans quelques dizaines d'années. Ouais. Le problème, c'est la gestion, enfin, c'est le comportement moutonnier qui va être accéléré par la gestion passive. C'est-à-dire que quand tu achètes un ETF, tu achètes, en gros, tu achètes la bourse, quoi. Tu achètes la bourse, tu te dis, ouais, j'achète la bourse, donc tu vois la bourse qui monte, la bourse qui descend. Et donc, tout le monde va avoir les mêmes courbes au même moment et vont réagir de manière psychologique, du coup, pareil. Et ça renforce les phases d'euphorie, ça renforce les phases de baisse. Et donc, il y a pour moi un risque, en tout cas au niveau des multiples, les multiples de valorisation des entreprises, qui peut potentiellement beaucoup plus bouger, soit à la baisse, soit à la hausse, en termes d'écart type. Et donc ça, c'est un premier problème d'un point de vue macro. Et est-ce qu'on a envie de faire partie de ça? C'est-à-dire, c'est quand même un risque qui ne dépend pas de sa capacité d'analyse, mais qui dépend des autres. Est-ce qu'on a envie du coup, de reposer sur l'appréciation du marché, des multiples, etc. Parce que si aujourd'hui, tu achètes 25 fois les bénéfices le marché, est-ce que tu as plus de chances que ça se pète la gueule ou que ça monte? Voilà, en termes un peu de statistiques, etc. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que le risque de dégonflement est quand même relativement important comparé à celui de... Je pense qu'il y a plus de chances que ça soit divisé par 2, que ça soit multiplié par 2. Après, ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais voilà. Donc, est-ce que tu as envie de faire partie de ce risque-là? Ouais. Qui ne dépend pas de toi. Dans le stock picking, si tu dépends de la capacité de l'entreprise à rendre l'argent aux actionnaires, soit par les dividendes, soit par des rachats d'actions qui un jour donneront des dividendes importants, dans ce cas-là, en fait, tu ne dépends pas de la psychologie des gens, mais tu dépends de l'entreprise et de sa santé financière. Non, c'est vrai. Et l'autre truc, c'est que je pense que la capacité... Enfin, le fait d'investir dans des ETF, évidemment, on n'a pas de capacité d'investissement, enfin, on n'a aucune compétence en investissement. Et je pense que c'est un danger de ne pas avoir de compétences en investissement pour son propre avenir financier. Parce que déjà, dans le cas où effectivement il y a des mouvements de panique et le marché peut fortement chuter et les multiples peuvent être divisés, mais même, en fait, quand tu analyses des entreprises, quand tu analyses vraiment leur business model, déjà, tu te sécurises par rapport à l'argent que tu places, tu sais dans quoi tu le places, mais au-delà de ça, je trouve que tu acquiers des compétences qui, toi, te serviront toute ta vie dans la gestion potentiellement de tes propres entreprises, si bien sûr. Et ça, je trouve que enfin, quand tu analyses des sociétés, mais même simples, entre guillemets, mais connues, je veux dire, comme LVMH, et que tu vois la gestion, en fait, qu'a Bernard Arnault et ce qu'il a créé sur LVMH, tu te dis, OK, en fait... Il y a un potentiel de choses que je peux moi-même faire, bon, évidemment pas forcément de ce niveau-là, mais des choses qui sont potentiellement réalisables et que tu ne peux pas comprendre si tu investis dans des ETF. Bien sûr. Déjà, quand tu vois que la culture financière des entrepreneurs est extrêmement faible, moi je vois en ligne, 95% des entrepreneurs ne savent pas lire un bilan. Ouais, ça c'est chaud. Ils savent pas faire la différence entre marge brute, marge nette. Quand on parle de bénéfice net, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Comprennent pas qu'il y a eu les impôts derrière, tu vois.
Et c'est chaud, en fait. C'est chaud. Et je pense que le fait d'investir, c'est quelque chose d'important pour ça. Ouais. Et moi, ma philosophie là-dessus, c'est je pense qu'il faut... dans la vie, il faut maximiser une compétence pour gagner de l'argent d'un point de vue professionnel, donc soit sa carrière en tant que salarié, soit son business principal quand on est entrepreneur. Et il faut une compétence pour générer de l'argent avec de l'argent, parce qu'on accumule forcément de l'argent si on est un petit peu intelligent financièrement. Et dans ce cas-là, tu n'as pas forcément énormément de choix pour sortir justement de la moyenne. Soit tu fais de l'immobilier, par exemple, et de l'immobilier avec du levier, etc., tu peux faire des choses qui sont absolument extraordinaires. Et dans ce cas-là, tu développes une compétence qui te permet de gagner de l'argent. Et dans ce cas-là, peut-être que ça vaut le coup de ne pas forcément s'intéresser à la bourse et à passer des milliers d'heures dedans parce que cet temps-là sera mieux investi dans l'immobilier. Mais quelqu'un qui ne fait pas d'IMO, qui n'utilise pas à fond le levier du crédit, pour moi, c'est dommage. Et c'est dommage de ne pas se forcer à avoir la discipline d'être un peu meilleur pour soi-même déjà. Et donc de développer plutôt des compétences de stock picking. C'est quoi la stat des Français qui ont un PEA ou qui ont un compte titre en bourse? Je crois qu'elle est inférieure à 10%. Ouais, c'est ça. PEA, je crois pas. Hein. Attends, 10%? Si, parce que c'est 5 millions de PEA, je crois. Ouais. J'avais retrouvé ça. On voit vraiment qu'il y a un... Moi, je pense qu'il y a deux phrases qui résument le stock picking, comment est vu le stock picking en France. C'est, première chose, on a souvent peur de ce qu'on connaît mal. Et le risque provient du fait qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Ouais. Je pense que ces deux phrases... Warren Buffett. Warren Buffett. Et je pense que ces deux phrases, elles résument parfaitement comment est perçu le stock picking en France. Et notamment déjà, quand on parle de bourse, on a perdu la moitié de la salle. Quand on parle de large cap, on en perd une autre moitié. Quand on parle de small cap, on a perdu tout le monde. Mais déjà, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle on perd tout le monde, en fait. Ouais. Le problème, c'est la culture financière qui est extrêmement basse. C'est pas le cas dans d'autres pays. C'est clair. Mais un truc sur lequel j'aimerais bien rebondir, parce que tu te rappelles, on en parlait l'autre jour en off. Je trouve que l'entrepreneur de niveau 1, entre guillemets, et on est de niveau 1, je ne suis pas en train de dire, mais l'entrepreneur de niveau 1 réfléchit que en comment je gagne de l'argent. Il ne réfléchit pas à créer quelque chose, une sorte de conglomérat, si on utilisait des grands termes, mais à créer des vrais revenus passifs. L'entrepreneuriat, ce n'est pas des revenus passifs. Et donc, comme tu dis, développer une compétence qui va lui permettre de générer de l'argent à partir d'argent. Ça, c'est l'entrepreneuriat niveau 2. Et rien que là, je trouve qu'on a perdu beaucoup de gens, en fait. Tu gagnes de l'argent, mais cet argent, il faut l'investir. Parce que ta société, tu ne sais pas comment elle va évoluer. Tu ne sais pas comment la partie commerciale de ta société va évoluer. Et je trouve ça dommage. Et j'ai relu récemment Père riche, Père pauvre, que j'avais pas lu depuis je sais même pas combien d'années, tu vois. Et je l'ai relu. Je l'ai jamais lu, tu vois. Tu l'as jamais lu. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Père riche, Père pauvre, quand tu regardes Kiyosaki et son histoire, bon, sans parler de la partie très storytelling et voilà, de ce qui est de la vérité et du mensonge. Et de la partie où il annonce le crack tous les Ah ans. ouais. Il recommande d'acheter de Il l'or. trouve un moyen de dire qu'il avait raison en plus. Mais au-delà de ça, en fait, son histoire, c'est quelqu'un de très éduqué. Et ce qui me fait... et le paradoxe de Père riche, Père pauvre, c'est que c'est un livre qui a été beaucoup repris par des gens qui ne sont pas éduqués et qui mettent en avant le fait qu'il ne faut pas faire d'études pour réussir. Mais en fait, Kiyosaki, il dit ça, il dit qu'il ne faut pas faire d'études pour réussir, mais c'est quelqu'un qui vient d'un milieu intellectuellement très élevé, en fait. Et je trouve que c'est marrant de voir que son propre parcours et sa propre pensée, finalement, est utilisé par des gens qui souhaiteraient... dans lesquels il s'identifierait peut-être moins. Mais bref, du coup, dans Père riche, Père pauvre, il disait un truc, il parlait des 4 compétences de l'argent. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ton avis, même le tien, là-dessus. En gros, les 4 compétences de l'argent, c'est la compétence d'investissement, la compétence du marché, donc la compréhension du marché, etc., la vente, en gros, la comptabilité et la fiscalité. Toi, tu es quand même vachement calé, on va dire, sur 3 de ces sujets, si ce n'est 4. La vente, non. Tu me mets ces derniers jours, alors. là, je regardais dans un business, il y a des sales et tout. Je regardais les calls de sales. Et je me dis, ah oui, mais putain, si j'étais à cette place-là, l'entreprise a fait faillite. Donc non, tu peux m'enlever la vente. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est vrai, ce truc des 4 compétences de l'argent? Comment tu vois les choses?
ça a le mérite d'avoir une grille simple, tu vois, une grille simple de lecture. C'est vrai que c'est des compétences importantes, ouais. Ok. Investissement, fiscalité de marché, c'est ça? Ouais. Et comptabilité. Comptabilité. Comme tu dis, ceux qui savent pas lire un bilan. Mais sinon, par rapport à ce qu'on disait sur l'entrepreneuriat et l'investissement, moi j'ai découvert l'investissement avant, on va dire, l'entrepreneuriat. Je me considère pas du tout comme un entrepreneur. Mais la thématique, on va dire, de l'entrepreneuriat, j'ai découvert après l'investissement. Et je pense que c'est grâce à ça que je pense que, enfin ça c'est d'ailleurs dit dans plusieurs livres. D'ailleurs, en lisant, on va dire, les lettres aux actionnaires de Warren Buffett notamment, on comprend ça, c'est qu'un bon dirigeant d'entreprise, c'est celui qui sait où va l'argent. Et en fait, souvent quand on a un raisonnement à court terme par rapport à ça, on pourrait se dire que, en tant qu'entrepreneur, on veut juste augmenter notre chiffre d'affaires, etc., mais pas forcément se préoccuper de où vont les flux de trésorerie. Mais je pense que cette partie-là, elle est capitale, parce que tu as beau savoir faire croître une entreprise en termes de chiffre d'affaires, si tu sais pas réinvestir, ça sert à rien. Bah oui, si tu fais ouais, mettons, on fait vente d'infoproduits, tu fais 1 million par an de chiffre d'affaires, machin, etc. Allez, disons même de bénéfices. Si tu sais pas quoi faire de ta thune, bah, tu vas faire 1 million par an, et à un moment donné, tu n'arriveras plus à croître, etc. Tu vas continuer à faire 1 million par an en trimant, en machin, peut-être en déléguant des trucs, etc., en baissant ta rentabilité. Mais tu es bloqué là-dessus. Et c'est. Alors que, tu vois, moi, je me faisais la réflexion. Moi, là, mon entreprise a fait à peu près 200 000 de bénéfices nets. Tu vois, il suffit d'avoir 2 millions d'euros, tu vois, à 10%. 2 millions d'euros, c'est pas non plus une somme qui est extraordinaire, tu vois. Et ça remplace, tu vois, ça remplace juste, oui. ça remplace ton entreprise, le trimage que c'est de bosser avec la charge mentale, etc. Tu te dis, mais il y a un moment donné, mais c'est pas possible de faire l'impasse sur des compétences capitalistiques, donc soit de l'IMO, soit de la bourse, quoi. Sinon, tu claques tout et tu te retrouves avec la Lambo, le machin, le truc. C'est quoi ta vie? Ta vie, tu te retrouves finalement à trimer, mais surtout en fait, à combler des besoins complètement futiles. Tu vois, on n'a pas forcément besoin d'énormément d'argent. Et finalement, ton essence, l'essence de ta personne, ça va être la consommation. Ça va être, c'est quand même, je trouve, la pyramide de Maslow, c'est quand même là, c'est dans des sphères un petit peu basses, tu vois, en termes de réussite personnelle, quoi. Là. Ouais, c'est clair. Ok. En termes de stratégie d'investissement pure. Là aussi, on va être tous d'accord. Ok, je vais faire l'avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable. On oppose souvent investissement de croissance, investissement value, investissement quality et momentum. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ça? Le fait que, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de dire qu'il y a plusieurs types d'investissements comme ça? Ou est-ce que c'est plus subtil? Est-ce qu'il y a plus En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'un bon investisseur, il fait les trois, en fait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que du value en mode... alors, le value, déjà, il a un sens assez... quand on dit value, on pense acheter une boîte... des boîtes pourries. Des boîtes pourries. C'est le couteau qui tombe. Voilà, c'est ça. Voilà, le couteau bien tranchant qui est en train de tomber, on essaye. Quand le couteau il est haut, c'est de la croissance, et quand le couteau est à moins 75, c'est de la value. Voilà, c'est bon. Mais alors qu'un bon investisseur, il fait les trois, en fait. Il va rechercher un minimum de croissance, il va rechercher de la qualité, et il va vouloir payer pas à 100 fois les bénéfices cette entreprise-là. Donc en fait, je pense que ces termes... Alors il y a beaucoup de marketing, hein, c'est peut-être pour ça aussi, mais je pense que ces termes, à part, quand on les sort de leur contexte, ils veulent rien dire, en fait, parce qu'on l'un sans l'autre, ça sert à rien, quoi. Il y a beaucoup de confusion, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de nommer le concept, c'est aussi une excuse pour s'enfermer dans une vision du monde. Ce qui est problématique, c'est que les gens ont du mal à penser que deux philosophies différentes puissent avoir raison en même temps. On est basé sur le principe de non-contradiction dans
d'un point de vue de la pensée en Occident, et c'est quelque chose qui nous empêche de penser concomitamment le fait qu'il y a des choses qui sont vraies en même temps. Et dans le comment dire, croissance, value, etc., c'est vrai que un investisseur, il se doit d'évaluer la croissance, la valorisation, la qualité en même temps, et donc ça n'a pas de sens en soi. Et en même temps, il y a quand même une petite, il y a quand même, je dirais une petite raison quand même, c'est que on a quand même des biais. On a quand même des biais. Il y a des gens qui vont plutôt chercher d'abord des boîtes qui sont en croissance et peut-être les acheter pas trop cher et avec de la bonne qualité. Il y en a plutôt qui vont chercher les boîtes les moins chères et qui vont chercher les boîtes qui sont les plus qualitatives parmi les moins chères. Et t'en as qui vont chercher les plus grosses en se disant ça va pas être détrôné, etc. Plutôt sur des ratios de qualité avant, et après se dire la valorisation, la croissance, etc. Donc on a quand même des biais, tu vois. Moi j'ai un biais value. Moi, j'aime bien le couteau qui tombe, j'aime bien la boîte pourrie, tu sais, et toi, tu te dis, mais un peu d'un point de vue contrariant, non, celle-là, elle est bien, tu vois, celle-là, elle est bien. Donc, il y a quand même une réalité psychologique, même si en soi, c'est dommage de s'enfermer dans une case. Ouais, mais je pense en fonction de tes biais, comme tu dis, tu vas plus ou moins, on va dire, tolérer une partie contrariant dans ton portefeuille. Et c'est vrai que pour revenir, on va dire, à la stratégie globale, en tant que stock picker, je pense que c'est bien d'avoir, en tant que particulier en tout cas, entre 6, 7 et maximum 20, 21, 22 lignes en portefeuille. Et c'est vrai que cet aspect vraiment antifragile, il est formé à partir de ces 3 critères-là dans chacune des boîtes, c'est-à-dire la qualité, donc typiquement la rentabilité du capital des boîtes, un peu de valorisation, un peu de value, parce que faut pas oublier que le value, en fait, c'est déjà ça marche. Déjà ça marche. Déjà, ça marche. Et en plus, on prend juste un risque en moins que les autres, dans le sens où, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport au dégonflement des multiples, il y a plus de chances que ça monte. Il y a plus de chances que voilà. Et si en fait tu as déjà la qualité, tu as la croissance, et que tu estimes que le marché sous-investit en matière de capital cette entreprise-là, ça veut dire que quelque part elle est value. Ouais. Donc toi, tu peux rentrer dedans. Tu vois. Donc c'est vraiment un tout. Et il faut pas. Un bon investisseur se sépare pas l'un de l'autre. Ouais, mais c'est logique en fait. En fait, c'est du bon sens presque, parce que ça te sécurise, tu te protèges, et en plus, tu as plus de chances d'être rentable si le prix a atteint sa valeur. Mais tu as dit entre 6 et 21 actions. C'est vachement précis. mais est-ce que 2 actions, ce serait pas bien? Charlie Munger, 3 actions, c'est tout ce que tu as 3 actions, voilà. C'est ce que tu as. Après, je pense que Charlie Munger, il avait peut-être la capacité de rencontrer les personnes. Après, c'est pas forcément un avantage de pouvoir rencontrer les personnes. On peut peut-être les connaître mieux, mais ça va renforcer ton biais de confirmation. Ouais, je pense. Donc ça peut être à double tranchant. Mais moi, je pense que c'est quand même assez limite, quoi. 3 boîtes. Ouais, je pense que c'est assez limite. Et toi? Moi, je pense qu'il faut déjà mettre en comparaison combien d'argent tu as vis-à-vis de ta capacité à en générer. Et si tu as, plusieurs millions, que tu es déjà, entre guillemets, à la retraite, et que tu vas pas être sur 3 actions, c'est sûr, tu vois. Par contre, si t'es jeune, tu viens d'avoir tes premiers salaires, machin, ça n'a aucun sens d'avoir 20 actions. Ça dépend de ton montant, en fait. Parce que déjà, tu perds du temps, et il vaut mieux te concentrer sur bien apprendre profondément. Avant d'antifragilité, et le fait que justement, d'avoir un portefeuille qui soit résilient, on parlait de surperformer le marché, et je trouve qu'il y a un point qu'on met pas du tout en avant, c'est quand on pense surperformer le marché, qu'est-ce qu'on pense? On pense faire plus de rentabilité. Faire plus de rentabilité. Il faut faire moins pire. Le marché fait 10% par an, on va faire 11 ou 12. Mais la rentabilité, c'est qu'un élément de l'équation. Il y a aussi le risque qu'on a pris. Ne serait-ce que de faire la même rentabilité, mais avec moins de risques,
c'est déjà surperformer le marché. Ouais. Et le Comment risque, tu mesures le risque? et voilà. Et après, c'est toute la question. Et là, la perception du risque, pour certains, c'est la volatilité, c'est-à-dire est-ce que ça baisse, etc. Le maximum drawdown et compagnie. Ça peut être une mesure du risque, c'est pas la mienne. Quand tu fais du stock picking, tu as tendance à penser c'est le risque de périclitage du business. Est-ce que c'est pas tellement sur comment dire, sur le marché en soi, mais est-ce que c'est sur l'entreprise de manière spécifique? Et ce qui est bien, moi je trouve, avec le stock picking, c'est qu'en fait, tu as une antifragilité qu'il n'y a pas sur les ETF. Qu'est-ce que c'est l'antifragilité? C'est d'une certaine manière transférer un risque qui est général, global, à une multiplicité, à plein d'éléments qui en soi sont fragiles les uns des autres, mais qui ne réagissent pas pareil. Tu vois, c'est la Suisse qui va prendre les décisions à l'échelon le plus local possible. Si on peut le prendre au niveau de la ville, on le prend au niveau de la ville, etc. Et ça fait que ça rend beaucoup plus résilient. Et si tu as une small caps en Chine et une autre small caps aux États-Unis dans un autre secteur, etc., si le marché comment dire, se casse la figure, elles vont pas réagir pareil. C'est une indépendance entre les actifs entre eux. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, de prendre en compte l'autre partie de l'équation, qui est le risque et pas seulement la rentabilité. Tu as parlé d'une small cap en Chine. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'investissement en Chine? Moi, je pense que c'est dommage aujourd'hui de ne pas investir en Chine. Il y a certains risques. Mais justement, un portefeuille antifragile, c'est un portefeuille qui a différents risques qui ne sont pas corrélés. Et certes, il y a des risques qui sont en Chine, des risques sur le droit de la propriété, qui est, dirons-nous, un peu flou vis-à-vis des montages fiscaux qui sont faits. Mais d'une certaine manière, on est très bien rémunéré, surtout sur les small caps en Chine. Et c'est pas déconnant d'avoir une partie de son portefeuille qui certes a ce risque-là, mais derrière, elle va avoir une rentabilité espérée qui est plus importante. Et voilà, si ça se casse la figure, que ça va à zéro, c'est pas si grave par rapport au fait qu'on a été peut-être plus rémunéré pour ce risque-là. Okay. Et surtout, l'autre partie de son portefeuille ne va pas réagir comme ça. Donc pour moi, c'est dommage de ne pas intégrer. Et c'est pas une question on doit investir en Chine, mais la question, c'est plus combien de pourcents par rapport à son portefeuille, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que la notion de rentabilité, elle est importante, la notion de risque, elle est importante. Et finalement, c'est le mix des deux qui fait que on va pouvoir prendre une décision ou non, quoi. Donc ouais. Et la Chine? Non, moi je pense pareil. De toute façon, on va aider. Moi je pense que c'est un. Il faut faire gaffe parce que avant l'invasion en Ukraine, tu avais plein de mecs qui parlaient de la Russie en bien et tout. Il faut absolument investir en Russie. Vous n'avez pas 50% de votre. Au plus bas, tu avais du Lukoil avec du 70% de dividendes, un truc comme ça. Juste, tu peux pas acheter, quoi. On te forçait à vendre même. Donc voilà. Même l'Asie, de manière générale, je trouve que c'est des boîtes. Déjà, c'est assez marrant quand on mesure d'ailleurs quand par exemple les gens ils vont regarder les chiffres de certaines boîtes. Pour ça, il faut toujours creuser. Par exemple, quand on regarde le rendement du capital de certaines boîtes en Asie, il y en a certaines, notamment dans les small et les mid, qui sont vraiment exceptionnelles, mais il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que le rendement du capital? C'est par exemple rendement du capital de 10%, c'est-à-dire que pour 100 de capital, on a 10. Donc ça nous génère 10 tous les ans. Mais si dans ces 100 de capital, on a 50 de cash, la rentabilité du capital, la vraie rentabilité, elle n'est pas de 10%, mais elle est de 10 sur les 100 moins les 50 de cash. C'est typique. Donc là, Japon, c'est typiquement au Japon, également à Singapour. Où tu pourrais penser que, tu vois, aussi le fait qu'une entreprise ait beaucoup trop de cash dans son bilan, c'est aussi une forme de mauvaise allocation. C'est vrai. Et du coup, la boîte a tendance à accumuler du cash et à le mettre, par exemple, sur des dépôts à terme ou acheter des obligations d'État et ne jamais le rendre aux actionnaires. Et à chaque fois, et sur chaque euro de bénéfice qui est généré par l'entreprise, il y a une partie qui va être épargnée comme Harpagon, tu vois, et jamais redistribuée. Mais ça, je crois que c'est Jean-Marie Éveillard qui disait, un grand investisseur qui a
15,8% par an pendant 25 ans, je crois. Seulement. Seulement. C'est pas possible. Et là, c'est vrai, c'est sans levier. Qui disait que les boîtes, notamment en Asie, les gouvernements forcent ces boîtes-là à redistribuer le cash aux actionnaires, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rachat d'actions. Et c'est vrai que, ouais, comme tu dis... Comment force? Parce que c'est Non, mais privé. on va ouais, Les rates, ils forcent. Tu vois, réglementairement, ils sont obligés de verser une partie. Une grosse non, partie forcer, en c'est un peu dividende. fort, mais comment dire, ils Ils incitent. incitent. D'accord. Ok. Tout à fait. Ok. Ils incitent les boîtes à faire ça. Et c'est vrai que, ouais, comme tu dis, si y a 80% de cash dans un bilan, bon, c'est sûr que c'est moyen, quoi. En tout cas, à long terme, à part si voilà, il y a une... Après, on préfère l'acheter avec le cash que ne pas l'avoir. Et c'est intéressant de prendre en compte dans sa valorisation à quel point le cash est considéré. Parce que tu as des boîtes, t'en as une, par exemple, dans l'huile de palme, là, qui a du cash qui est énorme, qui a du cash qui est énorme, et qui a un PR aussi qui est relativement faible. On préfère avoir l'entreprise avec le PR faible, mais aussi le cash on sait jamais, hein, un coup dur ou je sais pas quoi, au cas où, tu vois. Bonne épargne de sécurité. Au cas où. Mais si derrière, tu as une boîte qui a du cash, mais tu vois, qui a des multiples élevés, c'est pas, enfin, il faut le penser dans son ensemble, quoi. C'est un indicateur à prendre en compte dans sa décision qui peut être bien mauvais. Voilà, il faut. Et alors, c'est du cas par cas, quoi. bah, le cash. on va faire un petit exercice. C'est quoi, allez, en 3-4 minutes peut-être, comment tu analyses une société quand tu tombes sur une nouvelle société, Crocs par exemple? Ouais, Crocs, j'aime beaucoup. Au hasard. Au hasard. comment tu analyserais Crocs? C'est quoi la première chose que tu regardes? Moi, j'aime bien commencer par les chiffres, parce que c'est un élément qui est factuel, qui est pas, comment dire, tu n'as pas tendance à être biaisé sur des aspects justement de qualité, etc., où tu vas, c'est factuel. Donc tu regardes les chiffres, tu regardes la valo, tu regardes la gestion, tu regardes les marges, tu regardes un peu tout, pour voir un peu l'état des lieux de la boîte. Déjà, si elle est intéressante ou pas. Et 99% du temps, tu la vires parce qu'elle ne correspond pas forcément, tu vois. Et donc, ça permet de définir un univers d'investissement. Et c'est pour ça que moi, j'ai plutôt un biais value. C'est que je vais commencer d'abord par les critères quantitatifs. Et ensuite, après, tu vas analyser le business, etc. Essayer de comprendre. Essayer de se dire, ouais, si demain, j'étais soit dirigeant de la boîte, soit j'étais l'héritier, tu vois, l'héritier du truc, comment je me sentirais? Est-ce que je me sentirais à l'aise ou j'aurais peur que ça se périclite dans 2 ans, etc. Et tu essaies de comprendre comme si tu étais de l'intérieur. C'est ça qui est important de faire ce travail. Et là, il n'y a pas de recette magique. Faut lire les rapports. Ouais, c'est la base. Ouais. Et en même temps, tous les business sont particuliers, ont des spécificités. Et c'est parfois difficile à évaluer. Par contre, il faut acheter des belles boîtes, quoi. C'est tout. Ok. Voilà. Ouais, non, mais moi j'aime bien aussi filtrer des gros critères quantitatifs très très sélectifs. Genre quoi, par exemple? Genre quoi, ouais. Valorisation PER inférieur PER, price to free cash flow inférieur à 10, inférieur à 12. Oula, 10. En fait, C'est trop haut pour toi. En fait, ça dépend. Non, mais c'est bien, étonnamment, ça dépend des régions géographiques. Ouais, c'est Parce clair. qu'en Chine, je vais typiquement. Ouais, c'est surévalué à 10. En Chine, c'est Ouais. surévalué à 10. Je vais préférer prendre moins de risques et donc mettre des PER plus faibles. Là où en France, globalement, je suis plus à l'aise. On est en France ici, donc on connaît plus facilement les modes de vie de chacun, on va dire. Cadre juridique. Aussi, ouais, ça peut être, ouais, exactement. Et donc, je vais peut-être tolérer un peu des PER un peu plus élevés. Mais dans tous les cas, ça sera je vais pas au-dessus de 14-15, quoi. C'est bien. T'achèterais pas une Nvidia, là, par moi, j'ai exemple? un biais. Tu me taquines, là. Donc, ok, la première chose que tu regardes, c'est la valo. Première chose, non, là, valo, il y a qualité, donc rendement du capital.
ROE, ROCE. ROIC, ROCE. J'aime bien regarder les trois. Ils sont très complémentaires, je trouve. Ensuite, j'aime bien aussi regarder, une fois qu'on va dire j'ai filtré, j'ai enlevé tous les biais, regardé qu'il y avait tous ces caractéristiques qui correspondaient. J'aime bien regarder comment s'est comporté le cours de l'action aussi. S'il y a eu des chutes, voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Et là, typiquement, après, je vais aller approfondir dans les rapports, voir ce qui s'est passé, comment est-ce que le management a réagi par rapport à ça. Est-ce que c'était juste une panique complètement, on va dire, infondée, ou est-ce que il y a une bonne explication derrière, une justification derrière. Tout s'explique, je pense, sur les marchés boursiers, mais tout ne se justifie pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une baisse de moins 25%, une baisse de moins 25% s'explique, mais est-ce que c'est justifiable? Pas forcément. C'est-à-dire que la Des valorisation... fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Des fois méta. Des fois méta, Moins 75, puis après, x 100%. C'est incroyable. What the fuck. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien réfléchir quand j'essaie de penser le business de l'intérieur, c'est de me dire, c'est de chercher à comprendre la chaîne de valeur, c'est-à-dire les fournisseurs et les clients, et se dire dans toute la chaîne de valeur, j'ai tendance à penser qu'il y en a qui raflent toute la marge en fait. Il y a un acteur de la chaîne de valeur qui fait le casse du siècle et qui prend tout l'argent, et tous les autres subissent finalement cet élément-là dans la chaîne de valeur. Par exemple, tu parlais de Crocs. Dans Crocs, déjà il y a le plastique, le pétrole, le machin, mais surtout derrière il y a les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, il y a Meta, etc. Il y a Apple, etc. Donc il y a toute une chaîne de valeur qu'on pourrait détailler qui serait beaucoup plus longue que ça. Mais tu vois bien que dans toute cette échelle de valeur, il y en a qui prennent toute la marge et d'autres qui la subissent. Tu vois, tu vas pas, comment dire, c'est une loi de Pareto. Ouais. Et j'aime bien me dire, tu vois, en termes de qualité, moi je veux celui qui fait le casse, quoi. Ok. Non, mais c'est vrai, ouais. Intéressant, ouais. Ouais, c'est un point de vue différent, et c'est vrai que tu as souvent loi de Pareto, 10-20% des acteurs qui vont prendre 80% de la marge. Et c'est vrai que c'est tu vois, par exemple, je sais pas, tu vois, la grande distrib, Carrefour, tu vois, c'est horrible ce type de business. Les compagnies aériennes, je pense qu'il n'y a pas pire business au monde. Intrinsèquement, tu vois. Tu préfères acheter du pétrole que prendre les compagnies aériennes dans les chaînes de valeur. Puis dans le pétrole, il y a l'extraction, il y a le raffinage, des fois c'est le même, des fois c'est séparé. Il faut réfléchir, tu vas se demander dans la chaîne de valeur qu'est-ce qui prend la thune. Ouais, ça c'est intéressant. D'ailleurs, par rapport aux small cap, on a souvent tendance à comparer les larges et les small, mais c'est pas du tout comparable. C'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple que tu cites. Dans les pétrolières, on va avoir par exemple Total, qui est une large cap, qui fait tout, fait quasiment tout, tu vois. Et tu prends une pétrolière en small cap, elle va peut-être exercer son activité dans un sous-segment ou un sous-sous-segment du secteur pétrolier, du secteur principal. Et ce qui fait que ça induit pas les mêmes marges, ça induit pas la même rentabilité, donc c'est totalement différent. Et c'est vrai que se placer sur les boîtes qui ont les meilleures rentabilités, les meilleures marges, ça peut être intéressant. Et après, c'est sûr qu'il faut une connaissance approfondie de ces secteurs-là. Mais dans tous les cas, c'est du stock picking, il y a du boulot, quoi. Mais ouais, en tout cas, c'est pas forcément comparable. On peut pas comparer une large cap à une small cap. Souvent, il y a un biais, et je pense qu'on va peut-être pas tous être d'accord là-dessus. Les gens ont tendance à penser que c'est plus safe une large cap parce qu'elle est grosse. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je suis pas forcément d'accord, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas forcément... Ça dépend, en fait. Il faut apporter de la nuance, encore une fois. Ouais, j'avoue. Je pense qu'il y a... t'as des large caps qui... Google, ça a été créé en, par exemple, je vais pas dire de conneries, 98. 96, je crois. Ouais. C'est une boîte qui est jeune, en fait, en vrai. C'est une boîte qui est jeune, elle a une vingtaine d'années. Il y a des small caps qui sont encore small caps, qui sont là depuis 50 ans. Est-ce que on peut dire que Google est plus risqué parce qu'elle est plus grosse, enfin moins risquée parce qu'elle est plus grosse qu'une small cap? Moi, je dirais que ouais. Parce que Google a eu plus d'intelligence, a beaucoup mieux géré. Le risque de Google, c'est que c'est une source de revenus, en gros.
Mais ça dépend parce que regarde, imagine, tu as une société minière qui pèse 500 millions, tu vois, inconnue au bataillon, qui a une super forte rentabilité du capital parce qu'elle a fait des intégrations verticales où elle a essayé d'acquérir certains on va dire, fournisseurs pour optimiser sa chaîne de valeur, etc. Que là, simplement une forme de monopole parce qu'elle détient les mines et machin, et qu'il n'y en a pas d'autres. Et que globalement, elle a bien minimisé ses coûts, donc elle a maximisé ses marges, et donc ce qui fait qu'elle a une bonne rentabilité du capital et qu'elle verse par exemple tout son free cash flow aux actionnaires. On va dire par exemple, elle a un rendement depuis une cinquantaine d'années de, je sais pas, 10, 11, 12%. Tu penses à une entreprise On en dirait une comme ça. Moi, je dirais pas je dis pas que c'est une mauvaise entreprise, mais je pense que comparer une entreprise comme ça à un géant. Mais c'est pas les mêmes risques. C'est pas les mêmes risques. Pour moi, c'est moins risqué Google. Et je pense que pour une majorité, il y a des large cap. Uber, pour moi, c'est super risqué, tu vois. J'appelle pas ça une large cap pas risqué. Mais vraiment, les méga caps, les mastodontes, pour moi, c'est moins risqué. Ouais. Et je pense qu'on peut faire, pas une généralité, peut-être pas à 100%, mais quand même, pour moi, pour une majorité LVMH, quand tu as des conglomérats de cette taille-là qui possèdent tout, tu te dis, mais c'est... Non, mais LVMH, c'est un conglomérat. Ils ont 6 branches. Combien 6 branches C'est ça, ouais. 6 branches d'activité. Ou même si 50% vient de... Même Hermès, tu vois, pour moi, c'est... Là, on est purement croissance organique et je trouve ça vachement moins risqué qu'un... Ça dépend du prix que tu payes. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Je sais pas. Mais t'es pas d'accord avec cette affirmation? Non. Après, c'est sûr que quand t'as un conglomérat diversifié, il y a une autre dynamique. Mais dans le fait, tu t'en rends compte dans l'entrepreneuriat, plus une grotte grossit, plus tu as des inefficiences qui se rajoutent. C'est-à-dire que plus tu as d'humains dans une boîte, plus c'est difficile à gérer. Donc tu as des nouveaux risques. En général, les boîtes les plus larges d'un secteur vont, alors il y a des exceptions, donc tu vas me parler du luxe, etc., mais on va avoir des marges qui vont baisser parce qu'il y a des formes d'inefficience, il faut payer plus de gens pour juste maintenir le business. Et donc ça, c'est un point. Alors, attends, je vais juste rebondir sur ça parce que je dirais que déjà, tu as les entreprises, on va dire, price maker. Donc, il y a le luxe, certes, mais même d'autres types d'entreprises qui, comme justement elles grossissent et elles sont les numéros 1, elles ont cette image de marque et elles peuvent augmenter les prix pour compenser ça. Et après, tu as l'autre type d'entreprise, un peu comme Coca-Cola, qui fait que certes, elle grossit et donc certes, il y a plus de coûts, mais du coup, ça lui permet de négocier énormément de choses au niveau des fournisseurs et d'optimiser quand même vachement sa chaîne de valeur. Et donc, ils peuvent compenser comme ça. C'est vrai. Là, tu parles d'avantages concurrentiels. C'est vrai qu'il y a certains avantages à avoir une grosse boîte, mais il y en a aussi certains désavantages. Et Google, là où c'est un mauvais exemple, c'est que c'est un business low human, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de beaucoup Si tu regardes le nombre d'employés par rapport au chiffre d'affaires, c'est pas du téléperformance, tu vois. Tu vois. Alors que, tu vois, tu prends téléperformance, téléperformance, c'est plus risqué téléperformance que une petite agence qui fait 20 millions, mais qui est assez bien centrée sur sa niche, etc., et qui est leader, etc. Et... Ouais, c'est vrai. Ils ont combien de... 300 000 non 300 000 de quoi de téléperformance d'employés. Je crois que c'est 400 000 employés. La boîte, elle pèse même pas 20 milliards, non? C'est plus que Berkshire Hathaway, je crois. Mais si tu regardes, si tu divises, ce qui est bien, c'est que le chiffre d'affaires et le nombre d'employés, c'est deux données qui sont difficilement falsifiables. Donc juste tu divises le chiffre d'affaires par le nombre d'employés, ça te donne à quel point c'est un business qui dépend de l'humain ou pas, quoi. Et donc, plus il est faible, plus c'est un gage d'avantage concurrentiel. Mais par exemple, des boîtes comme Airbnb, Spotify. Tu vois, des petites boîtes, des fois, elles sont beaucoup plus agiles. Elles peuvent. Mais c'est quand même un sacré risque. Tu vois, elles ne sont pas implantées. Par exemple, Sherwood. Donc une société qu'on a, où je suis associé, où en fait,
on est une agence en gros, avec l'avantage concurrentiel, c'est qu'on a tous les influenceurs dans notre réseau, on les met en relation avec des boîtes cotées. Objectivement, donc c'est génial, tu vois, sur le papier, mais Publicis, objectivement, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup c'est ultra dépassé, mais objectivement, il est beaucoup moins risqué, tu vois. Oui, sauf que Publicis, tu l'achètes 15 fois les bénéfices. Ouais, oui, alors que... alors que la tienne, pour le moment, elle vaut pas. Enfin, tu vois, voilà, ouais, c'est vrai. En fait, faut toujours comparer au prix. Ouais, par contre, voilà, faut toujours comparer au prix. Mais je veux dire, si on prend la variable uniquement au risque, je sais pas pour moi si... Oui. Ah oui, si on prend juste la variable risque, c'est autre chose. Hein. Ça dépend aussi de la diversification des revenus, je pense. Là, Publicis, quand même, c'est quand même un... Certes, c'est un gros marché, etc., mais c'est un gros paquebot, quoi. C'est un gros paquebot. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le vrai virage qui est en train d'arriver Non, je pense voilà, pas. tu vois. Ouais. Évidemment, ouais. Ouais, après, ta boîte, elle peut péricliter. En fait, on est quand même d'accord, puisque dans tous les cas, on préfère tous, je pense ici, les small caps, parce que oui, c'est plus agile, oui, tu comprends beaucoup mieux le business, c'est tellement plus simple. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il n'y a pas cette... Enfin voilà, tu ne tombes pas sur des téléperformances, quoi, en gros, qui ont je sais pas combien... Et ce que je dis, c'est pas que les small caps sont moins risqués que les large caps. Ce que je dis, c'est de juger a priori qu'une boîte est plus grosse, donc elle est moins risquée. C'est un mauvais raisonnement et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. T'as des small caps qui sont implantés depuis plus longtemps que des larges. Par exemple, la minière, quelle tu penses au hasard. Et donc, ça dépend fortement de plusieurs variables. Bon, très bien. Bon, alors, il nous reste 5 minutes. Ah, déjà? Ouais, grave. Si tu devais donner peut-être un gros conseil, un vrai conseil, peut-être qu'on n'entend jamais, ou que tu entends qui t'a marqué, à la personne qui regarde mais qui veut faire du stock picking, ce serait quoi? Faut se former. Moi, c'est la première chose à faire. Faut se former. Il faut pas avoir peur faut pas avoir peur des small caps, faut pas avoir peur des mid caps, faut pas avoir peur du stock picking. Faut s'informer après se faire son avis, mais faut pas avoir un avis déjà tranché parce que on nous raconte parce qu'on nous montre la fameuse étude Spiva qui dit que 95% des fonds sous-performent. C'est pas pour ça que faut pas faire de stock picking. C'est plus compliqué que ça. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec la création d'entreprise. Par exemple, quand, je sais pas, imaginons que tu vois que 80% des entreprises, des micro-entreprises, des entreprises normales, meurent au bout de 5 ans. Est-ce que tu vas, pour cette raison, ne pas créer ton entreprise parce que tu as un projet qui te tient à cœur, etc. Bah non, tu vas quand même vouloir la créer, tu vas quand même... Et tu vas pas faire de conneries, tu vas t'entourer de gens intelligents, tu vas t'entourer de gens qui ont... Oui. Et puis surtout, quand tu regardes les entreprises autour de chez toi, tu vois que les artisans, la qualité moyenne des prestats est vraiment pas ouf, que les business moyens, en général, c'est pas ouf. Hein. Donc, il suffit de faire juste un peu mieux. Tu t'entoures de personnes qui ont réussi là-dedans, et je pense qu'en bourse, c'est la même chose. Nous, on a fait la même chose, on s'est formé, on s'est entouré de personnes qui étaient très bonnes dans ce qu'elles faisaient. Et à partir de là, nous, on a bossé de notre côté. Ensuite, il y a un peu de chance, c'est sûr. Mais on a réussi à surperformer le marché pendant... Allez, on verra quand on aura 80 ans. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est pas si l'un de nous a 1 milliard, là, tu vois. Voilà. Non, mais c'est sûr que la performance ne se mesure pas sur quelques années, elle se mesure sur plusieurs décennies, non, c'est clair. Mais je pense qu'il faut d'abord se former, ensuite se faire son avis. Et une personne qui veut créer son entreprise, elle va pas dire ah bah non, je vais pas la créer parce que y a la fameuse stat qui dit que 80% des entreprises échouent au bout de 5 ans. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que oui, c'est clair que la performance, elle se mesure au bout d'un certain nombre d'années. Mais le problème, c'est que imaginons qu'effectivement, on surperforme le marché, ce que je nous souhaite, hein, bien évidemment, sur 30 ans. Bah ok, on va avoir la preuve dans 30 ans. Mais en fait, tous les gens qui auront eu ce doute en se disant « Ah bah non, on m'a toujours dit que le stock picking, ça marchait pas. Ah bah non, on m'a toujours dit que c'était impossible de surperformer. » Et qui ont jamais franchi le cap et qui ont jamais essayé ça, bah, ils passent à côté de quelque chose. C'est pour ça que je pense que... Pareil pour la création d'entreprise. Hein. Et pareil pour la création d'entreprise, en fait. À force d'entendre des trucs, ça nous crée des barrières mentales.
Et c'est pour ça que je pense qu'il faut juste essayer, voir, et on voit après s'il y a une affinité qui Mhm. se crée ou pas, mais il faut tenter en fait au moins. Ouais, non, mais. Moi, le dernier truc que je dirais, c'est il faut être humble, mais pas modeste. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est important. C'est l'humilité, c'est ton rapport à la connaissance. Et donc, c'est d'avoir conscience à quel point tu ne sais pas par rapport à la connaissance. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Moins tu es humble, plus tu vas te prendre des baffes en bourse et va t'apprendre l'humilité. Et ça, c'est la chose la plus importante, je pense, comme caractéristique dans la bourse. Et en même temps, c'est pas parce que ton rapport à la connaissance est extrêmement humble que tu dois être modeste, c'est-à-dire toi dans ta comparaison avec les autres. Et la comparaison avec les autres, c'est pas le rapport avec la connaissance. Et par exemple, je pense que l'humilité est importante, mais la modestie que je vais opposer à la proférence, le fait de clamer et de se penser, par exemple, supérieur. Le fait de se penser supérieur, c'est pas ton rapport à la connaissance, c'est le fait de se comparer aux autres. Et on peut se penser supérieur tout en étant la personne la plus humble. Et c'est cette attitude-là, d'avoir suffisamment d'ego pour peut-être plus travailler et avoir... de faire quelque chose de peut-être brillant, parce que si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas donner l'opportunité que ça se passe. Et donc pas modeste, mais humble. Voilà. Ok. Génial. Tac. Et bon, bah écoute, on va finir là-dessus. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Félix, déjà? Moi, sur YouTube, Ok. Le Renard Bleu, Félix. Voilà, petite chaîne Qu'on mettra en description devenir. de cette vidéo. Bon, bah super. Tu veux peut-être parler 2-3 minutes de ce que tu fais? Alors, c'est chaîne business, mindset, investissement, fiscalité, gestion. Et voilà. Et Lucas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur LinkedIn, donc Lucas Martin Sénéchal. Ça y est, elle est sur LinkedIn. Qu'on mettra aussi en description hein, de la vidéo. Et sinon, sur Instagram, même si je suis plus trop actif en termes de création de contenu, France Finance, tiré du bas. Ok, super. Il a beaucoup d'abonnés. Et 60 000 abonnés. Et maintenant, il est dans la cage au lion là, avec tous les mecs avec les ETF là, sur LinkedIn. On aurait pu en parler longtemps. Sur LinkedIn, c'est quel type de poste, justement, peut-être? Ça va intéresser. Si vous voulez faire du stock picking, si vous vous intéressez au stock picking, je pense que ma page LinkedIn va vous intéresser. Donc voilà, allez faire un tour si ça vous intéresse. Le seul qui parle de stock picking sur Comment LinkedIn. ça, tu fais Merci pas pour un ça. DCA avec 200 € par mois pour être millionnaire? Bon, bah merci à tous les deux. Voilà. Franchement, vraiment, un grand merci pour avoir été là. Merci Lucas, merci Félix, vraiment. Grandement, c'était super. Beaucoup de valeur, donc j'espère que ça vous plaira. Likez, on va regarder celle-là. Likez, abonnez-vous, évidemment. Mettez-nous en commentaire les invités que vous voulez voir, mais dites-nous aussi, voilà, n'hésitez pas à leur laisser un petit mot. Et on se dit à très vite. Ciao.